Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dernier mardi du mois de novembre et j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est bien évidemment pour connaître les dernières actualités. Eh bien oui, vous êtes au bon endroit. Simplement, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, eh bien tout d'abord, bienvenue et asseyez-vous bien confortablement. Dev Café, c'est tout simplement un résumé d'une dizaine de minutes autour de l'actualité du développement mobile. Et d'ailleurs, c'est un peu trop autour de l'actualité d'Elon Musk en ce moment, malheureusement. Et bon, avec cette bien trop longue introduction, je vous propose qu'on commence justement avec ces fameuses actualités. On commence par le Google Play où la fonctionnalité d'archivage est enfin disponible pour tous comme le montre le changelog des Play Services de la version 33.4 et qui est déployé depuis le 24 novembre, c'est-à-dire jeudi dernier. Mais concrètement, qu'est-ce que cet archivage permet, vous allez me dire? Eh bien, si vous êtes sur iOS, c'est une fonctionnalité que vous devez normalement connaître puisqu'elle permet de retirer le code d'une application d'un téléphone, mais ça garde en revanche toutes les données de l'utilisateur. Et du coup, quand l'application elle est réinstallée, c'est un peu comme si on revenait à son état précédent. Et le petit avantage d'iOS, et qui n'existe d'ailleurs pas encore sur Android, c'est qu'il peut y avoir un archivage automatique des applications, c'est-à-dire que si des applications ne sont pas utilisées au bout d'un certain temps, elles sont automatiquement archivées. Alors si on revient du coup sur Android, pour activer cette fameuse fonctionnalité d'archivage, il faut aller sur le Google Play, cliquer sur son pseudo, aller dans Gérer les applications, puis l'onglet Gérer, et enfin vous gérez les différentes applications que vous souhaitez archiver. Mais bon, bref, je trouve que c'est quand même ultra compliqué pour accéder à cette fonctionnalité. Alors de mon côté, j'ai toujours pas reçu la mise à jour 33.4, mais si vous êtes vraiment impatient, vous pouvez faire la mise à jour à la main, et je vous ai mis le lien dans la description. Pour le deuxième sujet, je ne vous apprends rien, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et quand il s'agit de gagner de l'argent sur les applications mobiles, le plus simple, c'est le combo gratuité et publicité, qui est tout simplement le plus simple à mettre en place. Et des statistiques faites par un cabinet qui s'appelle Amplified Intelligence nous montrent ce sur quoi les utilisateurs cliquent le plus, et donc finalement pour nous qui rapporte le plus. Et en gros, le constat, c'est celui qui est attendu, c'est qu'au plus une publicité est grande, au plus elle attirera l'attention. Donc par exemple, une pub qui prend 20% de l'écran, elle va occuper à peu près 2 secondes d'attention, alors qu'une publicité qui fait 80% de l'écran, elle va prendre plus de 6 secondes et demie d'attention. Et ensuite, deuxième enseignement, c'est que les formats vidéo sont ceux qui attirent quasiment 2 fois plus que les simples images statiques. En revanche, info intéressante là aussi, c'est que les utilisateurs préfèrent les vidéos courtes d'une quinzaine de secondes plutôt que celles qui font 30 secondes. Et enfin, deux derniers enseignements. Le premier, c'est que le taux d'attention augmente en fonction de l'âge. Donc dit autrement, au plus on est jeune, au moins on a de chances d'être intéressé par les pubs. Et la deuxième et dernière info, c'est qu'il n'y a pas un moment de la journée en particulier où l'attention des utilisateurs connaît un pic. Globalement, c'est stable. Donc finalement, si je vous résume tout ça, ce qu'il faut en retenir, c'est que pour générer du clic sur mobile, il faut privilégier des pubs qui sont en plein écran et de type vidéo courte. Et après, c'est aussi une balance avec le taux de rétention, parce que si vous mettez trop de pubs, bien évidemment, les utilisateurs vont fuir et vous laisser des mauvaises notes. Et pour notre épisode du jour sur Elon Musk et Twitter, il s'en prend à Apple, où il qualifie les pratiques de monopolistiques et de censure dans une série de tweets, où il indique notamment qu'Apple a stoppé les publicités sur Twitter. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, la semaine dernière, le compte officiel de Apple avait enlevé l'intégralité de ses tweets. Et là-dessus, Elon Musk va jusqu'à dire qu'Apple est contre la liberté d'expression aux États-Unis et qu'Apple aurait même menacé de retirer l'application Twitter de l'App Store sans toutefois donner de raison. Et tant qu'à faire, Elon Musk ne s'arrête pas là et s'en prend même à la commission des 30% qu'Apple prélève sur les achats in-app. Et c'est d'ailleurs pas sans rappeler le procès en Apple qui a lieu en ce moment avec Epic Games. Et Elon Musk dit que le fameux taux des 30% est, je cite, littéralement 10 fois plus élevé qu'il ne devrait être. Mais bon, là-dessus, Elon Musk, bienvenue sur le monde de la mobilité, on n'est pas chez Tesla ici. Bref, rendez-vous très probablement demain pour des nouvelles polémiques avec Elon Musk. Et d'ailleurs, on va prendre une petite pause pour les actualités en bref. Vous l'avez probablement remarqué dans le décor de la vidéo, mais ce ne sont pas les figurines Android qui manquent. Dans la mesure où la licence de la mascotte Android est libre, un designer a ainsi pu en créer des centaines de variations. Et Andrew Bell vient de montrer ce qu'il proposera pour Noël. Pour le moment, il n'a pas précisé ni le prix ni la date, mais je ne manquerai pas de vous dire lorsqu'elle sera en vente. L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft ne produit pas uniquement des jeux pour les consoles et les ordinateurs. En effet, de nombreux titres sont déclinés sur mobile et d'autres sont même exclusivement destinés au téléphone.
C'est le cas de la franchise Hungry Shark, qui est la première série de l'éditeur à franchir la barre symbolique du milliard de téléchargements. Disponible en free-to-play, on imagine que cela a aussi fait les choux gras de l'éditeur. Le tout premier iPhone faisait 3,5 pouces, quasiment 2 fois moins qu'un iPhone 14 Pro Max d'aujourd'hui. Et bien si vous êtes du côté d'Android et que vous aimez vraiment les tout petits téléphones, la marque Unihertz va lancer un modèle de seulement 3 pouces pour un tarif de 170$. Nommé Jelly 2E, il est vendu avec Android 12, n'a pas de NFC, mais a tout de même un capteur d'empreinte, un lecteur de carte microSD, une télécommande infrarouge ou encore le fameux port jack. Comme quoi, ce n'est pas une question de taille qui explique l'absence de cette connectique sur le téléphone aujourd'hui. Ensuite, on va se parler bureautique car Epson a indiqué qu'il ne fabriquerait plus d'imprimantes laser d'ici à 2026 pour ne reposer plus que sur la technologie de jet d'encre. Et en ces temps de coûts énergétiques qui explosent et d'une prise de conscience autour de l'écologie, c'est une excellente nouvelle car la technologie laser nécessite une plus grande quantité d'énergie, car il faut chauffer puis maintenir le tonnerre à température avant de pouvoir imprimer. Mais bon, l'idéal est encore de ne plus imprimer du tout. Et enfin, vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis 2019, Orange proposait des objets connectés basés sur la technologie DECT, c'est-à-dire celle des vieux téléphones sans fil. Mais la Livebox 6 n'intégrait plus cette technologie, laissant planer le doute sur son support à long terme. Et on apprend aujourd'hui que le service va être arrêté à la mi-janvier, laissant ainsi de nombreux objets inutilisables, mais qui devraient être remboursés s'ils ont été achetés après le 15 janvier 2021. La maison connectée est malheureusement un secteur qui est encore un vaste chantier et génère des déchets électroniques à gogo. On reprend en s'intéressant à un phénomène bien actuel puisque, comme vous le savez, en ce moment, on nous parle énormément des économies d'énergie suite au potentiel risque de pénurie. Et malheureusement, côté application mobile, il n'y a pas vraiment de bon outil qui permet de déterminer, de mesurer la consommation. En revanche, côté web, je suis tombé sur l'Eco Index qui permet justement de fournir l'équivalent d'une Triscore en prenant en compte le poids de la page ou encore le nombre de requêtes ou enfin la complexité. Et ce qui est super intéressant là-dessus, c'est le comparatif qui est fait avec des cas réels en donnant une comparaison avec la consommation d'eau bleue ou encore les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, n'hésitez pas à tester ça sur vos sites ou encore sur ceux que vous fréquentez régulièrement, car bon, généralement, il n'y a pas beaucoup d'optimisation à faire pour justement améliorer les performances. Et enfin, on va clore ce Dev Café avec 2 sujets autour d'Apple. Le premier, c'est une nouveauté qui arrivera sur iOS 16.2 et qui s'appelle les Rapid Security Response. Alors aujourd'hui, quand Apple doit déployer une mise à jour de sécurité, la taille du binaire à télécharger, elle est relativement conséquente, alors que généralement, il y a juste 2-3 fichiers à patcher. Et l'idée des Rapid Security Response, c'est d'une part de réduire la taille des téléchargements très largement, mais aussi d'avoir un temps de redémarrage beaucoup plus court, vu qu'il y a juste quelques fichiers à modifier. Et dans le cadre des bêtas d'iOS 16.2, un deuxième test de mise à jour du système vient d'être lancé, et donc a priori cette deuxième elle ne contient rien, c'est juste pour s'assurer que en fait tout marche très bien. Et donc en toute logique, on ne peut que se féliciter qu'Apple déploie ce type de fonctionnalité, d'autant plus qu'on a vu que sur Xcode 14, la taille des applications avait tendance à exploser, vu que désormais il n'y a plus de bitcode. Mais là-dessus, je vous renvoie vers l'épisode de Dev Café où je vais vous expliquer tout ça. Et le dernier sujet est en réaction au tweet d'Elon Musk sur le conflit probable à venir avec Apple. Et parmi les réponses, un développeur s'offusque qu'ils ont dû retirer de leurs applications toutes les informations autour du Covid et plus particulièrement les vaccins et même les origines du virus. Et donc de cette manière-là, ils ont dû bannir une vingtaine de mots-clés, y compris la fameuse grenouille PP qui est un symbole de l'extrême droite. Comme quoi, chez Apple, finalement, la liberté d'expression, c'est un peu de poids, de mesure. Allez, avant de terminer ce Dev Café, je vous présente le site qui s'appelle Can't Unsee, qui est un jeu où vous allez devoir répondre à une multitude de questions autour de l'UX. Alors vous allez avoir 2 choix et vous devrez déterminer quelle proposition est la meilleure parmi les 2. Du coup, ça vous donnera un score et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça on verra qui parmi vous est le meilleur. Voilà tout ce qu'il fallait retenir pour ce 81e numéro de Dev Café, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et activer la cloche pour avoir une belle notification demain à 7h pour vous réveiller. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend un peu du moment où vous m'écoutez, et bien évidemment, je vous dis à demain pour de nouvelles actualités.